La question de l'écologie aujourd'hui nous touche tous. Elle traverse de plus en plus la totalité des partis politiques. Les chrétiens ne sont pas étrangers à la chose écologique, au sujet de l'écologie. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec mon invité, qui est Jean-François Mouot. Il est le directeur de la structure Arocha France. On se retrouve tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec un invité spécial qui s'appelle Jean-François Mouot. Bonjour Jean-François. Bonjour Pascal. Alors Jean-François, tu es le directeur de Arocha France. Est-ce que tu peux présenter un petit peu cette structure que tu diriges? Oui, alors Arocha France, c'est une association chrétienne qui travaille dans le domaine de la protection de l'environnement, qui a été créée par un pasteur anglais du nom de Peter Harris avec son épouse en 1983 au Portugal. Il était missionnaire pour une œuvre évangélique anglaise et donc ils ont créé un premier centre d'études au Portugal qui visait à la fois à sensibiliser sur la crise écologique, à faire du travail de terrain, notamment des suivis scientifiques sur comment prendre soin en fait d'un espace qui était en train de s'urbaniser et de se bétoniser à vitesse grand V. C'était le moment où le Portugal rentrait dans l'Union européenne et il y avait plein de projets de développement qui tendaient à construire un peu partout sur la côte du Portugal. Et c'était un peu aussi dans la philosophie, c'était un peu celle de Francis Schaeffer, avec le modèle de l'abri, où l'idée c'était aussi de rassembler des gens avec une vie communautaire, de partager autour de l'évangile et autour de la question de la sauvegarde de la création. Voilà. Et puis donc depuis 1983, Fondation Arocha s'est développée un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on existe dans presque 22 pays, je crois, au dernier comptage dans le monde. Et dont la France, où on a été constitué en association depuis l'an 2000. Alors en France, on travaille, on a beaucoup travaillé pendant longtemps, surtout dans le centre de la France, parce qu'on a deux centres, un à côté d'Arles et l'autre à côté de Nice, où on fait du travail de terrain, du travail scientifique d'abord, du travail qui vise à comprendre pourquoi, par exemple, il y a des espèces animales qui sont de plus en plus menacées. Ce matin encore, j'entendais à la radio que, là, par exemple, dans les 30 dernières années, il y a eu énormément de diminution du nombre d'oiseaux, par exemple. Ouais. Donc, on essaie de comprendre les raisons de cette crise écologique, on essaie de comprendre pourquoi il y a de moins en moins d'oiseaux, et on essaie de travailler concrètement pour que dans les espaces qu'on protège, on fasse revenir la biodiversité. Donc, on a des protocoles, etc., etc. Donc, c'est à la fois du travail scientifique, du travail voilà, du travail de terrain. Et puis, donc vos actions, du coup, elles s'orientent vers quoi? Vous faites de la sensibilisation, vous faites de l'action politique? Alors, on a donc une partie travail de terrain et puis une deuxième partie, j'allais y venir, donc, qui est un travail effectivement de sensibilisation. En fait, je préfère utiliser le terme d'intégration de la question écologique à la vie chrétienne, je dirais ordinaire. Parce que pour nous, être chrétien, ça implique nécessairement de prendre soin de la création de Dieu et ça implique nécessairement de se préoccuper de sujets comme le changement climatique, comme la crise de la biodiversité, comme la surexploitation des ressources, la surconsommation, etc. Tu veux Donc, dire qu'être chrétien, tout chrétien devrait avoir une fibre écologiste? j'en suis convaincu, tout à fait. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même vivait une vie très simple. Il a mis en garde énormément contre l'amour de l'argent, contre l'avarice, contre le matérialisme. Voilà. Donc, pour moi, les plus grands commandements de la Bible, aimer Dieu et aimer son prochain, implique nécessairement que aujourd'hui, quand on sait par exemple les effets de notre impact écologique, les effets vraiment mauvais sur la planète et sur nos prochains, moi je suis convaincu que ça ne fait pas plaisir à Dieu et qu'en tant que chrétien, je suis vraiment interpellé par cette question. Et donc, Arocha travaille à essayer de faire prendre conscience de la crise et du fait que c'est une crise majeure qui est devant nous, auprès en particulier d'un public chrétien. Donc, on fait des interventions dans les églises. On travaille aussi avec les instances représentatives des églises françaises, notamment donc, avec la Fédération protestante de France, avec le Conseil national des évangéliques de France. On travaille beaucoup avec le CNEF Oui. pour essayer
entre guillemets, pousser cette question de l'écologie pour qu'elle soit vraiment prise en compte dans la vie chrétienne de l'Église, pour que ça soit vraiment un sujet qui soit abordé. C'est un sujet, l'écologie, qui aujourd'hui préoccupe énormément les jeunes, en particulier, pas que. Il y a plus de 80% des jeunes aujourd'hui qui trouvent le futur effrayant. Il y a des études qui ont montré ça. Il y a... Ça, on le voit, en tout cas, les jeunes, on va dire les 15-25 ans, peut-être sont hyper sensibilisés sur le sujet de l'écologie. Ils en parlent beaucoup à l'école, alors que ma génération, on n'en parlait quasiment pas dans le milieu scolaire. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour les jeunes, maintenant, c'est devenu un sujet de préoccupation majeur. Il y a pas mal de jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance dans l'avenir ou parce qu'ils estiment que leurs enfants vont aggraver le problème écologique plutôt que d'aider à le résoudre. Et j'ai personnellement un ami, par exemple, dont le frère s'est suicidé il n'y a pas longtemps en invoquant comme raison majeure le fait qu'il était énormément préoccupé et découragé, même complètement démoralisé face à la crise climatique, par exemple. Oui, donc c'est dramatique. En fait, on ne perçoit pas forcément à quel point la question climatique, écologique est vécue comme un drame par les plus jeunes générations. Tout à fait. Et je crains malheureusement que ça n'aille qu'en empirant, puisqu'on voit que, en fait, on est face à une double crise. C'est-à-dire, il y a une crise écologique qui est liée aussi à une crise énergétique, c'est-à-dire que la crise du changement climatique est liée à notre surconsommation d'énergie, mais il y a aussi un problème que les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, les mêmes qui créent du changement climatique par l'effet de serre, par les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une énergie qui est de plus en plus, qui va se raréfier, qui va devenir de plus en plus, dont les prix vont augmenter, va devenir volatile, et qui donc pose des problèmes. On le voit avec la crise en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, où on est extrêmement dépendant à la Russie, ce qui nous empêche peut-être d'avoir le courage politique qu'on aimerait avoir vis-à-vis de la Russie, mais qu'on n'ose pas avoir pour ne pas se priver du gaz et du pétrole russe. Donc ça crée une relation de dépendance. Certains disent carrément qu'on est accro au pétrole, qu'on est vraiment comme des drogués en fait, face à l'énergie. Est-ce qu'on a raison, Jean-François, de dramatiser autant la question écologique ? Alors, je ne sais pas de qui on parle quand on dit qu'on dramatise. Pour moi, il y a peut-être effectivement des gens qui dramatisent. Il y a ce qu'on appelle les collapsologues, c'est-à-dire ceux qui sont convaincus que la société va s'effondrer prochainement. Certains donnent même des échéances précises en disant avant la fin de la décennie, à cause de tous ces problèmes qui s'amoncellent. Mais moi, je ne fais pas ce genre de prédiction. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y a quand même suffisamment d'indices qui sont avancés par les scientifiques, par des lanceurs d'alerte, qui nous disent qu'il y a quand même une situation très grave à plein de niveaux, pour qu'il faille vraiment, je crois, réagir. Il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas d'être fataliste non plus, mais je crois que en tout cas, notre responsabilité, moi, c'est la mienne, en tout cas, clairement, c'est de réagir. Et je ne crois pas qu'on surréagit pour le moment. On est plutôt en train de… Alors, il y en a peut-être qui surréagissent parce qu'il y a des gens qui deviennent un peu hystériques par rapport à cette crise, mais en même temps, l'enjeu est tel que je comprends cette forme d'hystérie et je ne la justifie pas et je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, évidemment, mais je pense qu'il faut prendre vraiment au sérieux cette crise. Il y a quelques semaines, juste avant les présidentielles, je recevais Luc Mahony, on parlait d'un certain nombre de sujets, et notamment sur la question de l'écologie. Et on avait pointé notamment le fait qu'il y a quelque part une sorte d'enfumage sur la question de l'écologie et le poids que représente ce sujet dans la politique aujourd'hui. L'enfumage parce que, par exemple, on parlait des voitures électriques et à quel point ces voitures, elles étaient hyper polluantes, mais pas dans le lieu de consommation, mais dans le lieu de production. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est pas un petit peu
l'idiot utile du débat? Alors, d'abord, je vais répondre à plusieurs niveaux, parce qu'il y a plusieurs questions dans ta question. D'une part, on a en fait assez peu parlé d'écologie. Alors, on en entend énormément parler dans les médias, mais on a assez peu parlé d'écologie dans la préparation de la présidentielle. Il y en a qui se sont amusés à compter, qui ont estimé qu'on comptait que ça correspondait à moins de 3% des débats. Donc, ça a été très peu abordé en comparaison de l'inquiétude que ça représente pour la majeure partie de la population. Voilà, ça c'est une première réponse. Deuxième réponse, c'est que, alors, par rapport à la voiture électrique ou par rapport à d'autres sujets, effectivement, on en entend beaucoup parler dans les médias. Il ne faut pas confondre le fait qu'on entend beaucoup parler d'un sujet avec le fait que les gens, et même les médias, le comprennent bien. Et parce qu'on en entend beaucoup parler, mais il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui n'ont pas vraiment compris les enjeux. Et notamment, il y a une tentation très claire dans beaucoup de médias, et c'est de se dire, en fait, ce que à peu près tous les experts aujourd'hui reconnaissent, c'est que pour faire face à la crise écologique, il va falloir réduire notre consommation. On peut appeler ça de la sobriété, on peut appeler ça aller vers une forme de simplicité volontaire, de contentement. Moi, je préfère ce terme de contentement qu'un terme biblique. Mais on ne va pas y couper, en fait. On ne va pas couper de devoir réduire notre impact sur la planète, donc de devoir réduire notre mode de vie. Et il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est Jean-Marc Jancovici, qui est très connu dans le domaine de l'écologie, qui est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, etc., et qui ne cesse de marteler ça depuis 20 ans. Mais il y a, et j'ai fait d'ailleurs un débat avec lui au début du mois de mai sur le thème de la sobriété, pour ceux que ça intéresse, on trouve ça sur YouTube. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est que personne n'a vraiment envie de se serrer la ceinture. Personne n'a envie volontairement de limiter son mode de vie, de limiter ses déplacements, de limiter ce qu'on mange, etc., etc. Et donc, il y a une espèce de discours qui se retrouve bien chez les politiques, chez les médias, etc., qui consiste à dire on va quand même on va réussir à trouver des solutions techniques pour nous permettre de continuer à vivre de la même façon qu'avant, mais en réduisant l'impact. Donc, typiquement, l'exemple de la voiture électrique que tu donnes est un exemple typique de ça. C'est-à-dire, la voiture électrique, ça plaît beaucoup aux gens parce que c'est une solution qui permet de continuer en fait à avoir une voiture à peu près dans les mêmes conditions qu'avant, mais avec, soi-disant, un impact moindre. Alors, en réalité, pour prendre l'exemple de la voiture électrique, en France, l'électricité étant essentiellement décarbonée, c'est-à-dire la majorité de l'électricité qu'on consomme en France n'est pas émettrice de CO2, ça peut avoir quand même du sens. Certes, il y a de l'énergie grise. Quand on fabrique la voiture, effectivement, il y a des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc, effectivement, la voiture, quand elle sort de la chaîne de production, elle a déjà émis des gaz à effet de serre, en fait, avant même d'avoir roulé. Ouais. Mais il y a quand même des experts qui disent que oui, en France, par exemple, c'est quand même une bonne idée, la voiture électrique. Pas tout de suite, mais sur la durée de vie d'une voiture, les émissions vont être quand même inférieures. Mais c'est aussi un peu un luxe de riche, il faut bien le reconnaître. C'est des questions compliquées. Ça ne se traite pas en… Là, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est des questions en fait qui méritent d'être traitées beaucoup plus en profondeur. Et là, je renvoie à toutes les formations qu'on fait au sein d'Arocha, parce que ça, c'est un élément que je n'ai pas évoqué tout au début. Nous, on passe des heures et des heures, on fait des webinaires tous les mois, on fait des sessions de formation. Donc, on a un centre de formation dédié à l'écologie pour les chrétiens, majoritairement pour les chrétiens, parce qu'on essaie justement d'interroger la question des interactions entre foi et écologie. Et donc, en fait, tout ça, c'est des sujets dont on pourrait débattre pendant des heures parce que c'est très compliqué, il y a plein d'imbrications. Mais justement, tu dis que l'écologie est un luxe de riches. Et c'est vrai que les pays, finalement, ou les populations qui s'intéressent le moins à l'écologie sont aussi celles qui ont le moins de moyens. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Alors, je n'ai pas dit exactement que l'écologie était un luxe de riche, j'ai dit que là, j'ai parlé de la voiture électrique qui est effectivement un luxe de riche, mais c'est vrai qu'on pourrait dire d'une certaine façon que l'écologie est un luxe de riche. Ouais. Et c'est vrai, c'est bien
expliquer, par exemple, dans le fameux dicton, moi, je me préoccupe de la fin du mois et j'ai des problèmes de fin de mois et je ne peux pas me préoccuper des problèmes de fin du monde. Hein. Ouais. C'était pendant la crise des Gilets jaunes, on a beaucoup entendu ça. Et c'est vrai que d'une certaine façon, quand on meurt de faim ou quand on n'a pas de quoi, quand on n'a pas un toit sur la tête ou quand on a du mal à boucler ses fins de mois, ben on n'a souvent pas le loisir, entre guillemets, le luxe de s'occuper de problèmes politiques autour de la fin du monde. Et c'est vrai que l'écologie, c'est un sujet qui préoccupe sociologiquement. Il y a des études sociologiques qui montrent que plus on a fait des études longues et plus on est susceptible, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a des exceptions, mais plus on est susceptible d'être intéressé Ouais. par un engagement écologique. Mais ce qu'il faut, le revers de la médaille, c'est de dire, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, les problèmes écologiques, ils affectent principalement les plus pauvres d'entre nous, hein, parce que c'est les plus pauvres dans nos pays qui sont le plus confrontés aux problèmes de pollution. Typiquement, les riches, ils vont s'acheter des villas un peu en dehors de la ville ou je sais pas, dans des endroits moins pollués. Et d'un point de vue global, c'est aussi les plus pauvres aujourd'hui qui souffrent le plus de la crise climatique, notamment hein, au Bangladesh, etc. Parce que d'abord, ils sont dans des pays qui sont encore plus directement confrontés aux problèmes qui sont générés par le changement climatique, et aussi, et la pollution, hein, il n'y a pas que le changement climatique, et aussi parce que c'est souvent quand on est pauvre, on n'a pas, dans plein de pays du monde, les gens n'ont même pas d'assurance contre les mauvaises récoltes, contre la perte de leur habitation parce qu'il y a un typhon ou Ouais. il y a un déluge, etc. Donc, ou des inondations. Donc en fait, luxe de riche, oui, en partie, mais luxe de riche qui en fait impacte d'autant plus les plus pauvres. Voilà. Disons qu'il faut avoir peut-être plus de temps, effectivement, pour se préoccuper de l'environnement que quand et plus de peut-être de ressources. Mais c'est un problème qui, en fait, concerne vraiment les pauvres aussi. J'ai une dernière question avant qu'on se sépare. En matière politique, la question écologique, elle est quand même essentiellement l'apanage de la gauche. Les partis de droite s'en emparent moins, en tout cas bien moins. Les partis écolos sont tous des partis qui sont encartés à gauche. Comment ça se fait? Alors, il y a plein de raisons à ça. Des raisons historiques, des raisons sociologiques. Euh, Disons que historiquement, l'écologie s'est construite un peu en critiquant et en réaction au christianisme. Il y a un article très célèbre d'un historien dans les années 1967, un historien américain qui s'appelle Lynn White, qui a écrit les origines historiques de la crise environnementale, qui pointait du doigt certaines interprétations de la Bible, notamment, qui, selon lui, étaient responsables de la dégradation de l'environnement. Ouais. Et à cause peut-être en partie de ça, un certain nombre des premiers écologistes sont allés chercher du côté des religions orientales, notamment, des réponses, puisqu'ils estimaient que le christianisme était en quelque sorte à l'origine la cause des problèmes. Et du coup, ça fait que c'est à peu près au même moment que les évangéliques aux États-Unis se sont un peu alignés sur la droite de l'échiquier politique. Et il y a eu en quelque sorte une polarisation qui fait que sur à peu près tous les sujets de société, les évangéliques et les écologistes se sont retrouvés dans des camps entièrement opposés. Et cette polarisation, en fait, elle continue jusqu'aujourd'hui. Et typiquement, parmi mes amis évangéliques, sur à peu près tous les sujets, de société notamment, ils vont être à l'opposé exact d'un parti comme Europe Écologie Les Verts, hein, sur des tas de sujets qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Et nous, à Rocha, on essaie de montrer que, en fait, c'est une erreur d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a à la fois des choses tout à fait valables dans les alertes qui sont lancées, notamment par les écologistes sur des tas de sujets. Les solutions, peut-être que certains écologistes posent, ne sont pas forcément toujours bonnes. C'est des sujets très complexes qui demandent beaucoup de réflexion, de concertation. Et on essaie un petit peu de faire cette passerelle entre l'écologie et les chrétiens
qui peuvent justement estimer que l'écologie est un sujet qui ne les concerne pas. Alors, ta question était plutôt sur l'échiquier politique droite-gauche. Je t'ai un peu répondu, peut-être un tout petit peu en décalage, mais parce que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, notamment évangéliques ou catholiques, qui se retrouvent plus dans les valeurs de la droite, entre guillemets. Donc, c'est un peu le même sujet. Mais je note aussi en passant que ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, en France, l'écologie politique, jusqu'à quand il y avait Éric Wechter, par exemple, qui était aux commandes du parti à l'époque qui s'appelait Les Verts, lui n'était pas aligné sur la gauche. C'est à l'époque de Dominique Voynet que ça s'est produit, cet alignement sur la gauche. Il disait à l'époque, on n'est ni de droite ni de gauche, on est en avant. Voilà. Et je note aussi qu'il y a une partie de plus en plus importante de la droite qui se saisit du problème, de la droite au sens politique, hein, et qu'il y a aussi des personnes qui de plus en plus disent nous, on veut sortir de cette dichotomie droite-gauche. Et je reviens par exemple à Jean-Marc Jancovici que je citais tout à l'heure, qui n'est pas dans un alignement du tout politique de gauche ni de droite, il est simplement... Pour lui, le sujet majeur, c'est celui de cette crise écologique et il essaie de réfléchir en tant que citoyen comment on avance face à ça, mais pas en étant aligné sur la droite ou sur la gauche. Donc il y a plein de gens qui saisissent de ce problème de cette façon. C'est vrai que moi, à mon niveau, si j'avais à diriger une structure écolo, je pense que ce que je ferais, c'est d'aller voir tous les responsables politiques de toutes les lignes politiques, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, et d'essayer d'insuffler mes idées, mon projet chez tout le monde, pour que à tous les coups je gagne. C'est ce qui est un petit peu en train de se passer. Il y avait un commentateur politique récemment qui a dit, en fait, le sort des écologistes, du parti Europe Écologie Les Verts, à terme, c'est de disparaître. Parce qu'en fait, la question de l'écologie est en train d'être reprise par tous les partis. Même si on n'en a pas beaucoup parlé pour les présidentielles, en fait, tous les partis politiques, on avait fait une analyse de la campagne et comment on appelle ça, des programmes des partis politiques dans le cadre d'un webinaire là, récemment. Tous les partis politiques en fait ont pris des positions sur l'écologie et donc c'est une preuve que tous les partis politiques sont en train de bien prendre conscience, ça va pas assez vite à mon sens, mais du fait qu'il y a un vrai problème dont il faut s'occuper et que ça ne concerne pas que Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc la question de l'écologie ne devrait pas être un parti politique. Tout à fait, non, effectivement. Ça devrait être un sujet qui fait partie de l'ensemble des sujets que tous les partis doivent traiter. Tout à fait, exactement. Jean-François, merci beaucoup pour ce petit moment qu'on a pris ensemble. On est allé sur différents angles, mais c'était intéressant de pouvoir aborder ces différents sujets. Avant qu'on se sépare, je voudrais juste te poser une dernière question, en quelques mots, en 30 secondes. Si on te posait la question, qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur l'écologie? Qu'est-ce que tu répondrais? Alors, Dieu, ce qu'il a à nous dire sur l'écologie, c'est que ses principaux commandements les deux principaux commandements, c'est aimer Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, on ne peut pas respecter ces deux commandements sans prendre soin de notre environnement, de la planète, de ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc, pour moi, Dieu nous commande d'être respectueux de sa création, d'être respectueux de la planète, par amour pour lui et par amour pour notre prochain. C'était le mot de la fin. Si on veut te retrouver les actions de Arocha, sur quel site on te retrouve? Alors, sur le site internet arocha.fr, et puis un peu partout en France, aujourd'hui, on est en train de créer des groupes locaux. On a des ambassadeurs qui vont parler de ces sujets dans les églises. Donc, vous pouvez rejoindre ce réseau des ambassadeurs là où vous êtes, n'importe où en France, même en Belgique. On a aussi une antenne en Suisse. Donc, là où vous nous écoutez, il y a Arocha près de chez vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup Jean-François Mouot pour ce temps que tu nous as consacré. Et puis, nous nous retrouvons, à vous tous qui nous regardez, demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir Jean-François.
Au revoir, Pascal. À bientôt. Merci.